on parlait de la métamorphose des soldats quand ils ont été enrôlés. Je peux vous dire que celle des mamans depuis le début de la guerre et celle des épouses, elle est aussi extrêmement forte et violente parce qu'elles sont beaucoup moins épaulées. Et donc, on a voulu créer des groupes où on puisse être ensemble et parler et partager autour de cette expérience, qui est une expérience qui nécessite beaucoup de maîtrise de soi pour continuer à arriver à se confronter. La guerre, avec son cortège d'expériences traumatisantes, peut laisser des cicatrices profondes sur le bien-être mental des soldats qui ont été exposés à des situations et à aussi des images difficiles. Alors, comment reconnaître ces situations post-traumatiques chez les soldats ou les réservistes? Comment les familles peuvent-elles aider ces soldats et ces réservistes? Et quelles sont les thérapies qui existent aujourd'hui? Pour en parler, nous sommes aujourd'hui avec Milka Céline Adré, psychologue. Bonjour Milka. Bonjour, enchantée. Merci d'être avec nous pour parler de ce sujet très compliqué, on va dire, mais tellement important, surtout dans cette période où on a, on va dire, de plus en plus de cas. Alors, tout d'abord, Milka, est-ce que vous pouvez nous donner une définition justement de cette situation post-traumatique? Quand on dit post-traumatique, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est particulier parce qu'ici, on est dans une situation où il y a une volonté délibérée d'induire du traumatisme. C'est pas la même chose que quand vous vous retrouvez confronté à un tsunami ou à un accident de voiture. Il y a une intention délibérée de créer... De l'ennemi. Oui, de l'ennemi, et dans le terrorisme, de fabriquer du trauma dans la population visée. Et donc, c'est spécifique au terrorisme lui-même. C'est-à-dire que le terrorisme, d'une certaine façon, quand on attaque et qu'on blesse une personne, c'est une centaine qui vont être immobilisés autour. Donc, c'est pas forcément la personne qui est blessée qui va développer des troubles. Ça peut être, et c'est généralement... Il y a plusieurs cercles, en fait. Il y a plusieurs cercles. Et ça peut être des gens extrêmement éloignés, qui sont pas directement visés. Et effectivement, à l'heure actuelle, avec les réseaux sociaux, il y a une forme presque nouvelle de la puissance du terrorisme du fait de la rapidité de la diffusion des images sur les réseaux sociaux qui amplifie l'effet du terrorisme parce qu'il n'y aurait pas de terrorisme sans communication de la terreur. Donc l'outil qui permet à l'acte de terrorisme d'être plus puissant, c'est l'image et la diffusion des images. Donc on a une double exposition, c'est-à-dire qu'on a l'exposition à l'acte terroriste et on a l'exposition du fait que par les réseaux sociaux, il y a une logique propre aux réseaux sociaux qui fait que plus une image va saisir et être violente, plus elle va être rapidement diffusée et librement diffusée. Et donc, il y a une grande exposition de la population à la volonté de provoquer du trauma. On va dire qu'il y a plus de cas de post-traumatique. Enfin, je sais pas si on dit il y a plus de cas de gens saisis. Et il y a aussi des cercles auxquels on ne s'attend pas. Parce qu'il y a plusieurs ressorts qui sont à l'œuvre là-dedans. Il y a le ressort de l'effet de surprise et de l'effet de non-préparation au fait d'être exposé. Plus vous êtes surpris par la chose, plus elle a une effraction psychique en fait. Donc on est particulièrement exposé en ce moment. Alors vous me demandiez quels sont les symptômes. Alors les symptômes d'un PTSD, qui est déjà en fait la pathologie qui est recherchée par un acte de terrorisme ou la guerre, c'est... je vais le résumer parce que c'est un peu long. À 4 symptômes principaux qui sont d'abord l'incapacité à se concentrer sur des tâches simples. Par exemple, chez un enfant, on verra que ça peut être... il n'arrive plus à regarder un petit dessin animé ou des choses comme ça. Ça va être une immense irritabilité et un repli sur soi. Des cauchemars, beaucoup d'incapacité, de troubles du sommeil, beaucoup de cauchemars, des reviviscences, on se réveille en pleine nuit en train de revivre le moment traumatique. Et les images qui reviennent de façon impromptue, qui au milieu de rien, en fait. Comme ça, des images qui viennent effracter la pensée en plein milieu de la journée sans aucune connexion avec ce qui est en train de se passer. Alors ça, c'est les symptômes, les signes qui nous permettent de dire, voilà, on est dans cette situation post-traumatique. Alors quand ces troubles-là sont persistants après 1 mois, et c'est là que c'est compliqué, une fois qu'il y a la fin de l'exposition au déclencheur, on sait qu'il y a un PTSD. Or là, comme il n'y a pas de fin à l'exposition,
si vous voulez, ces troubles-là, ces symptômes-là sont, entre guillemets, attendus, sont des réactions, entre guillemets, attendues, je ne vais pas dire normales, attendues lorsqu'on est exposé à une agression. D'accord. En fait, ce sur quoi je voudrais revenir, c'est que, pour vous le dire ça, c'est-à-dire qu'une fois que tout sera fini et réglé, si quelqu'un présente des troubles de ce type 1 mois après la fin de la guerre que j'espère aujourd'hui, à ce moment-là, oui, il faudra s'inquiéter, consulter. Et c'est important de savoir que ce sont généralement pas les personnes directement concernées qui vont demander à être traitées. C'est-à-dire les personnes de la famille... Les personnes qui vont développer le trouble vont pas savoir eux-mêmes. Ne sont pas celles qui sont capables d'aller demander de l'aide, parce qu'en général vient se greffer là-dessus beaucoup de culpabilité et donc une incapacité à aller demander de l'aide. Par contre, nous, l'entourage, il faut qu'on ait une responsabilité presque de santé publique à pouvoir repérer quand quelqu'un se replie trop, qu'il n'arrive plus à fonctionner normalement et pouvoir dire, voilà, là, je pense qu'il y a besoin d'aide et intervenir. Les personnes elles-mêmes ont des fois, enfin, ce que vous nous dites, en fait, les personnes elles-mêmes ont des fois elles-mêmes à reconnaître qu'elles sont dans cette situation ? Elles y arrivent très, très rarement. Quand quelqu'un développe un trouble post-traumatique, il a du mal à se regarder comme étant malade. C'est-à-dire qu'il est tellement embarqué dans l'humeur de repli qu'il ne peut pas demander de l'aide. Alors, dans ce cas-là, si on va prendre la situation où donc quelqu'un de l'entourage, donc que ce soit un soldat ou pas seulement des soldats, en fait, ce que vous nous dites, en fait, ça peut être... Si vous me laissez préciser, oui. Parce qu'on va mieux comprendre. Quand on est victime comme ça, quand on subit une agression, et une agression forte, une agression terroriste, de toute façon, quand on subit une agression, il est important de pouvoir y répondre. Ouais. Qu'est-ce qui est visé dans le terrorisme ? C'est 2 choses. La sidération, le fait que vous vous immobilisiez, que vous soyez plus capable d'agir, et l'isolement. En fait, ce que vise le terrorisme en tant qu'arme de guerre, c'est à fabriquer un groupe incapable de répondre à l'agression. De gens tellement isolés qu'ils ne peuvent pas créer une réponse collective à l'agression qu'ils viennent de subir. Ok ? Alors, on pense souvent à la sidération et on oublie très souvent la question de l'isolement. D'une certaine façon, les soldats, du fait qu'ils sont déjà engagés et en mouvement pour répondre à l'agression, parce qu'ils sont en train de faire la guerre, et qu'ils sont en groupe, sont d'une certaine façon prémunis. D'accord. Tant qu'ils sont en action. Certains vont être choqués, peuvent faire ce qu'on appelle un élème crave, une sidération au moment de la guerre, mais entre guillemets, ils sont sous regard, ils sont ensemble, et ils sont métamorphosés en plus, c'est-à-dire qu'on les a vus rentrer au début de la guerre, c'était des enfants encore avec du lait qui coulait du nez, et quelques 3 semaines après, c'était des guerriers. C'était sidérant. Une telle transformation en 3 semaines, c'était extrêmement saisissant pour les professionnels. Je peux vous dire, moi, j'essaie de modifier des gens, c'est mon travail. Arriver à provoquer de telles modifications avec une telle force, c'est absolument fou. Oui, vraiment. Là, il y avait quelque chose de particulièrement impressionnant qui s'est mis en mouvement. Et je dirais que ce qui va être plus compliqué, à part ceux qui développent des troubles pendant et qui en général vont être suivis ou pris en charge, c'est l'après. D'accord. Quand il n'y aura plus effectivement tout ce mouvement et le fait d'être ensemble. Quand un soldat revient à la maison, il est dans un temps où c'est compliqué, parce que c'est une autre réalité, c'est un autre mode d'être au monde, c'est une autre physiologie. Le soldat qui est en mode guerrier, il voit plus loin, il entend plus loin, il a réduit ses capacités d'empathie d'empathie émotionnelle, pour être plutôt dans l'hyperaction extrêmement rapide. Ils ont une connexion organique entre eux dans l'unité qui fait qu'ils n'ont parfois même pas besoin de se parler pour pouvoir communiquer entre eux et comprendre. C'est vrai, il faut comprendre qu'il y a une modification physiologique profonde. Quand ils rentrent, il y a plusieurs cas. Il y a ceux qui fonctionnent super bien, qui vont arriver à, entre la base et la maison, faire ce sas nécessaire pour revenir à se mettre à niveau avec la famille. Et puis, il y a ceux pour qui ça demande un temps plus long. Et c'est important pour les familles de le respecter. Des fois compliqué d'immédiatement pouvoir se remettre en capacité affective avec les enfants ou avec la femme.
il faut pas prendre ça personnellement, il faut pas prendre ça de façon définitive. Ce sont des choses qui sont temporaires. Et il faut pas s'inquiéter outre mesure. Ce 1 mois dont je vous parlais tout à l'heure, il est normal de développer des troubles pour certains dans cette phase-là. D'accord. Et il y a ceux qui ça prend plus de temps. Donc il y a ceux qui vont très bien, qui vont même mieux que les familles, parce que pour les familles, c'est une autre position, c'est plus dur, parce que en fait, les civils, eux, ils ne sont pas enrôlés forcément, ils ne sont pas forcément en mouvement, ils peuvent rester sidérés, on reste sidérés parfois des heures entières, et on peut être très isolé. On n'est pas forcément donc il faut très entouré. Certaines personnes sont seules et donc il faut favoriser d'aller chercher à être très entouré et se mettre en mouvement et chercher les contraintes de mouvement et être particulièrement en regard sur les personnes qui vivent seules en ce moment parce que pour elles c'est beaucoup plus complexe. Je voulais, si on voit quand un enfant rentre, alors effectivement, tout d'un coup, on va le trouver changé, son regard est changé, il est complètement métamorphosé, mais si on voit qu'il y a vraiment un trouble profond et qu'il y a une incapacité à communiquer et qu'on sent qu'il y a un vrai malaise et que la personne n'est pas bien, il y a une règle qui veut normalement que quand un soldat est en service, il n'a pas le droit de consulter des médecins autres que ceux de l'armée. Ça, c'est une règle de l'armée. De l'armée. Qui existe. C'est une règle, c'est une loi israélienne. Quand on est en Keva ou quand on est réserviste, on doit consulter un psychologue de l'armée. Ce qu'on appelle le Kaban. Le Kaban, c'est le responsable de la santé des soldats. Et lui va décider s'il y a nécessité de soins physiques ou psychologiques. Maintenant, vu l'urgence de la guerre et la façon dont ça se déroule sur les dernières années, de plus en plus l'armée autorise à ce qu'il y ait qu'on aille consulter pour un diagnostic un psychiatre ou un psychologue et de revenir avec le diagnostic ou la prescription que fera en privé le thérapeute et de le donner aux cabanes pour faire avancer les choses plus vite. D'accord. Okay. Donc ça, c'est une possibilité qui existe. Il faut faire une demande, etc. Il y a peut-être une procédure un peu administrative. Après, la procédure se fait après, mais faites directement quand vous voyez que la personne va mal. N'hésitez pas à consulter en privé et à revenir avec les prescriptions du privé vers le cabane de l'armée. Alors, je voudrais qu'on parle encore de 2 sujets. Le premier, c'est les thérapies qui existent, parce que bon, là on parle bien sûr des psychologues, on va dire la thérapie chez le psychologue, on va dire traditionnelle. Est-ce qu'il existe d'autres thérapies? Vous m'avez dit que oui, mais on va rentrer. Puis aussi comment ça se passe, parce qu'il y a aussi la personne qui a été exposée directement, que ce soit le soldat ou le réserviste, mais aussi tout son entourage qui a besoin des fois aussi qu'on s'occupe et besoin d'une thérapie. Alors, il existe plusieurs formes de psychothérapie et certaines sont spécialisées sur le psychotrauma. D'accord. Il y en a une qui est particulièrement connue parce qu'elle est reconnue par l'Organisation mondiale de la santé. C'est une des rares psychothérapies à être reconnue par l'Organisation mondiale de la santé et donc qu'on va retrouver dans les hôpitaux et dans les soins publics, en fait, qui est le MDR. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les psychothérapies qui existent, parce qu'il en existe beaucoup, mais il y en a certaines qui sont spécialisées sur le fait de traiter du psychotrauma, et je conseille aux gens qui vont consulter, certaines sont... On connaît l'efficacité. D'accord. Il y en a certaines, on connaît leur non-efficacité, voire leur capacité à amplifier. Comment on peut les reconnaître très rapidement? Vous demandez au spécialiste, vous allez voir votre médecin, vous allez voir un psychologue qui soit formé sur le sujet. C'est important de prendre des thérapies qui soient vraiment centrées sur le trauma. Ça doit être des thérapies brèves. Ce seront être aussi des thérapies sur lesquelles on peut évaluer l'évolution de la symptomatologie. C'est pas des choses sur lesquelles on s'engage sur 20 ans de psychothérapie. C'est fini cette époque-là. On vient pour se soigner sur un trouble spécifique et on attend qu'il y ait une évolution rapide sur ces choses-là. Ça. Pour l'entourage, la famille. Alors, pour l'entourage, la famille, c'est les 2 points sur lesquels j'appuyais tout à l'heure. D'abord, c'est important d'être en regard les uns des autres. Et quand on voit quelqu'un aller mal, parfois la famille proche n'arrive pas à le regarder en face parce qu'il y a une forme de déni aussi, qu'on est inquiet. Donc de pouvoir s'entraider
et dire attention, je sens que là, il y a quelque chose qui ne va pas, et qu'il est plus replié, ça fait longtemps que ça dure, ce serait bien peut-être qu'il consulte. Ça, c'est une première chose. À chaque fois qu'on est soi-même pris dans quelque chose qui est de l'ordre de la sidération, de l'incapacité à pouvoir bouger, se projeter, la prostration, il faut avoir conscience que c'est du fait qu'on est saisi par cette intention terroriste sur nous de provoquer de la sidération. On a tous été exposés parce qu'on était tous visés, en fait. Donc, il y a quelque chose qui peut et qui se met automatiquement qui nous a pris. Alors, rester en mouvement et rester entouré beaucoup, longtemps. C'est ça qu'il faut faire. Et réfléchir aux stratégies du terrorisme. Il faut comprendre quelle est l'intention, qu'il y a une intention délibérée de provoquer ça, que c'est pas quelque chose qui vient de vous, mais qui vient d'une intention délibérée, de provoquer ces choses-là sur vous. Alors après, maintenir la routine, ça peut paraître quelque chose d'anodin, mais c'est quelque chose qui est extrêmement important et extrêmement structurant dans ces moments-là. On a parlé du fait de la contrainte extérieure. Les soldats, eux, sont emportés par un mouvement, ils se réveillent ensemble, ils mangent ensemble, ils chantent ensemble, ils combattent ensemble. Les civils sont beaucoup plus exposés. J'écoutais ce matin un soldat sur Tsahal, avant de venir à votre émission, qui disait qu'il passait ses journées à détruire des tunnels, qu'il avait vu beaucoup de soldats tomber dans son unité, que certains étaient blessés, mais qu'il allait bien, et qu'il arrivait à fonctionner, et qu'il espérait que la guerre allait s'arrêter tout de suite, mais qu'il y avait juste une chose, il n'aurait pas aimé être à la place de sa femme, qui, elle, se retrouvait seule à la maison, à gérer les enfants et à devoir travailler, et que, vu de son côté, ça lui paraissait plus dur, et à juste titre. Les civils, à l'heure actuelle, sont quand même aussi beaucoup exposés. Alors justement, puisqu'on parle de ça, et qu'on ne l'a pas dit, mais vous travaillez pour deux associations, One Family, qui s'occupe de victimes d'attentats, et Kavala Noir, et donc qui s'occupe aussi qui s'occupe d'aider les nouveaux immigrants francophones en Israël, en particulier à Jérusalem, et on reçoit les familles en difficulté avec leurs enfants, et aussi on crée des groupes de parole où on a créé justement vous allez avoir une réunion prochainement justement pour les épouses pour les mamans et les épouses de soldats, parce que ça va pas de soi de prendre la bonne position dans ces moments-là, et vous pouvez imaginer ce que c'est, quand vous avez un proche qui est au front, que vous êtes coupé pendant des jours, des heures, que vous n'allez pas le revoir, et vous savez qu'il est exposé physiquement, ça demande une maîtrise de soi pour arriver à continuer à fonctionner sans tomber, on parlait de la métamorphose des soldats quand ils ont été enrôlés. Je peux vous dire que celle des mamans depuis le début de la guerre et celle des épouses, elle est aussi extrêmement forte et violente, parce qu'elles sont beaucoup moins épaulées. Et donc on a voulu créer des groupes où on puisse être ensemble et parler et partager autour de cette expérience, qui est une expérience qui nécessite beaucoup de maîtrise de soi pour continuer à arriver à se confronter, comprendre. Et qui concerne beaucoup de gens aujourd'hui. Oui. Énormément. Alors, pratiquement toute la population israélienne. Pratiquement toute la population israélienne à des degrés différents. Il y a peut-être une chose sur laquelle je voudrais quand même insister. Donc, il y a ce sas quand la personne rentre, à respecter. Pas pour tous, mais pour certains, ça va être nécessaire. Il y a aussi faire attention, ça peut paraître des détails, mais dans les premiers temps, une fois que le conflit va être fini, on l'espère rapidement, aussi faire attention. J'ai vu chez certains soldats qui avaient été très exposés, et qui, par exemple, ils ne pouvaient plus supporter la couleur rouge, ou certaines odeurs étaient difficiles. Ça aussi, ce sont des choses qui vont être normales pendant le premier mois. Il va falloir un temps de récupération. Et il faut respecter ces choses-là, où ils vont avoir une sensibilité accrue au bruit. Ils vont pas pouvoir supporter le bruit des enfants. Ils vont pas pouvoir faire des tâches qui habituellement ils faisaient. Laisser respecter ce temps-là. Pour certains, c'est pas pour tous. Il y a à peu près moins de 20% des personnes qui vont développer des troubles. Moins de 20%. Donc en général, ça revient, ça rentre dans l'ordre tout seul. Justement, pour terminer, une dernière question, est-ce qu'on risque pas d'avoir une population, une société israélienne qui a des séquelles de cette guerre ? Évidemment, on en a déjà des autres.
parce que le propre du trauma, c'est d'en réveiller des antérieurs. Donc, Tsuketan, toutes les guerres qu'on menait... tout le pays depuis sa création, plus celle qu'on a vécue. Je me souviens une fois avoir traité un monsieur qui était dans un attentat ici et qui avait toutes les images de la guerre d'Algérie qui étaient revenues au moment de cet attentat qui était à Jérusalem. Et donc, oui, évidemment, mais en même temps, ça se dépasse. Ça se dépasse quand on en a conscience, quand on comprend ce qui est en jeu, quand on a les bons réflexes, c'est-à-dire rester en mouvement et ne pas rester isolé, être avec, et quand on réfléchit sur tout ce qui nous est donné pour y faire face. Il n'y a pas que la thérapie, il y a tout ce qu'on a vu là au niveau du peuple qui s'est levé, c'est se mettre ensemble pour agir sur une situation, se mettre ensemble pour penser. C'est le moment de créer des collectifs qui agissent sur les situations qui sont complexes pour ne pas les subir. Toute l'idée, c'est profiter du moment pour créer des collectifs d'action sur le monde, là où on est en position d'avoir à subir des agressions, quelles qu'elles soient. Très bien, merci en tout cas Milka pour tous ces bons conseils. J'espère que j'ai été claire. Vous avez été très clair. Merci en tout cas et à bientôt. Bonne journée.